Bonjour à tous, je vais vous parler ce matin des troubles anxio-dépressifs soignés en cabinet de médecine générale. Vous savez très bien que la dépression associée aux troubles anxieux est extrêmement fréquente et c'est vraiment le médecin généraliste qui est au premier front de cette pathologie. Moi, avant, je n'exerçais pas la médecine, bien qu'étant médecin. J'ai travaillé une vingtaine d'années dans l'industrie pharma. Et le jour où j'ai ouvert mon cabinet, j'ai voulu apporter autre chose à mes patients. J'ai voulu les soigner autrement. Je vous parle de ça parce que la motivation qui m'a poussée à me former à l'hypnose, à me former à l'acupuncture, c'était le fait que j'ai entendu très souvent des confrères, mais c'est parce que c'est ce qu'ils ont appris, comme je l'ai appris moi aussi. Lorsque les bilans sanguins, lorsque les bilans radiologiques ne montraient pas de lésions organiques, eh bien souvent j'entendais vous n'avez rien. Or on ne peut pas être dans le déni de la souffrance des patients et c'est important de tenir compte de ce qu'ils disent, de les écouter. Et mon approche, voilà, je l'ai déjà dévoilée en disant que voilà, le plus important, c'est vraiment d'être à l'écoute des patients. Et l'utilisation de l'hypnose, eh bien, nous allons voir qu'est-ce qu'elle apporte. Voilà, alors j'ai déjà parlé de la fréquence et de l'importance. Ça devient un véritable problème de santé publique. Et la deuxième cause de handicap, selon l'OMS, elle se situerait vraiment à la seconde place en termes de coût dans bientôt. Le suicide en est l'issue la plus fréquente. Il ne faut pas négliger ça. Parfois, juste le burn-out peut pousser certaines personnes au suicide, notamment dans le corps médical. Et moi, j'ai déjà eu une personne, un patient qui s'est suicidé, que je n'avais pas vu le suicide venir. Après une séance, j'ai appris qu'il s'est suicidé. Voilà, donc il ne faut pas négliger ça. Donc, la dépression, c'est pratiquement 300 millions de personnes dans le monde avec une forte augmentation, 18% en 10 ans. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle est pas souvent diagnostiquée. Même quand elle est diagnostiquée, les gens ne se font pas traiter correctement. Les budgets, globalement, des États ne sont pas suffisants pour soigner les personnes. Et la prévalence actuelle, elle est estimée à 15%. Au Maroc, données de l'OMS, un patient sur 10 souffre de troubles anxio-dépressifs à pourcentage équivalent entre l'anxiété et la dépression. La fréquence est beaucoup plus importante chez les femmes. Il y a des efforts qui sont faits par le ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS, notamment l'année dernière, il y a eu une campagne de sensibilisation, la dépression, parlons-en. Les populations à risque, effectivement, bien sûr, toutes les personnes fragilisées par des périodes de leur vie peuvent être sujettes à la dépression, notamment les femmes en âge de procréer. C'est la dépression du péripartum. Les adolescents et les jeunes adultes dans cette période de fragilité, puis les personnes âgées de plus de 60 ans, surtout les retraités, qui se retrouvent dans une sorte d'inutilité dans leur vie. Et puis aussi, un point très important que je vais développer, c'est les personnes soumises à un stress chronique. Comme je l'ai dit, le médecin généraliste était au premier front et donc c'est très important qu'il puisse faire le diagnostic avec les derniers critères
pour pouvoir bien définir le degré de sévérité de la maladie, poser d'abord le diagnostic, définir le degré de sévérité, voir s'il y a des symptômes associés, notamment s'il y a des signes psychotiques, et là il faut absolument qu'il réfère au psychiatre. Il est important aussi de voir est-ce qu'il y a une récurrence ou pas, et aussi de rechercher est-ce que ces symptômes provoquent un handicap dans la vie de chaque jour. Et dans la définition du DSM-5, vous remarquez un mot important, c'est le changement. Lorsque la personne, de manière soutenue, a un changement extrêmement important dans sa vie et qu'elle a une humeur dépressive avec une perte de plaisir, déjà le diagnostic se pose. Très rapidement, un mot sur l'historique. L'historique de la prise en charge de la dépression n'est pas indépendante de l'historique de la médecine. En effet, si on prend pour la prise en charge des maladies mentales et de la dépression, de la préhistoire jusqu'à nos jours d'ailleurs, et tout à l'heure le docteur Amrani a parlé de ces pratiques magico-religieuses, elles existent encore, mais elles étaient c'était la façon de soigner les gens, et donc en faisant appel aux divinités pour conjurer le mauvais sort. Alors, de la période de l'Antiquité, dans la période de l'Antiquité, on a eu les philosophes et les médecins grecs. Parce qu'avant, les médecins avaient plusieurs formations, plusieurs ressources. Ils étaient très souvent mathématiciens, médecins, philosophes. Et ça a commencé à la période des Grecs. Donc c'est le début de la médecine qui très progressivement commencera à se séparer du religieux. À cette époque-là, le déprimé est considéré comme étant victime d'une accumulation de la bile, d'où le terme mélancolie qui a été utilisé. Et le traitement était des conseils diététiques, des médicaments aux plantes ou autres, et l'interprétation des rêves et des songes avec quelques suggestions thérapeutiques du médecin. Hippocrate, il ne faut pas l'oublier, d'accord, lui, c'est le premier qui a mis les fondements d'une bonne pratique médicale, mais aussi les fondements d'une vision moderne de la thérapie à visée antidépressive, avec une formation sérieuse du thérapeute, une implication active du patient dans sa thérapie, et un élargissement sous forme de thérapie familiale et voire même socio-familiale. Ensuite viennent les médecins du monde islamique, perse et arabe, qui ont poursuivi le travail des Grecs, mais qui l'ont développé bien par l'observation et par les écrits. Alors, n'oublions pas le fameux médecin Ar-Razi, persan, dont plusieurs centres hospitaliers dans le monde arabe portent le nom. Certaines salles ici, enfin il y a une salle qui s'appelle Ar-Razi, je ne sais plus c'est laquelle. Voilà. Donc il a approfondi les relations entre le corps et l'esprit, notamment avec cette maxime: les remèdes psychiques doivent toujours aider la thérapeutique médicamenteuse et la compléter. Non, ça c'est Ibn Sina. Donc Ar-Razi, il a développé la psychothérapie en parlant pour la première fois de l'ilaj nafsani. Ibn Sina, lui, il a approfondi les relations entre corps et esprit en parlant justement de ces remèdes psychiques qui doivent toujours accompagner la thérapeutique médicamenteuse et la compléter en accroissant la capacité de résistance du malade. Ensuite est venu Ishaq ibn Umran, qui s'est basé sur des écrits de Rufus, j'ai oublié son nom, d'un grec, mais qui a développé très bien et qui a été l'auteur du traité de la mélancolie, avec des descriptions très précises du syndrome dépressif, des formes cliniques, de leurs origines, et qui a proposé aussi bien des traitements de chimiothérapie, de psychothérapie et de sociothérapie.
Alors aussi, il y a eu des artistes à travers les âges et à travers les pays qui ont exprimé le thème de la mélancolie. Peut-être ont-ils été, on va dire, touchés par cette symptomatologie, et c'est un moyen peut-être d'exulter, de sublimer ces symptômes, cette maladie, voire même certains philosophes ont dit que ça faisait partie de la condition humaine, et écrivains, aussi bien en Europe que même on retrouve dans les Rubaiyat d'Al-Khayyam des écrits qui parlent de cette condition humaine désespérée. Alors aujourd'hui, on considère que la dépression a une étiologie multifactorielle. Les facteurs héréditaires ont été soulevés, ils sont estimés à 40%, sans pour autant qu'il y ait un gène bien précis défini. Mais par contre, des études ont démontré qu'il y avait notamment dans la fratrie gémellaire, qu'il y avait une apparition des symptômes qui étaient retrouvés dans ces familles et chez les jumeaux. Les modifications épigénétiques aussi, on parle de plus en plus de l'influence de l'environnement et de la vulnérabilité individuelle. Effectivement, nous ne sommes pas tous égaux face à n'importe quelle maladie, et dans la dépression aussi, eh bien, il y a des facteurs il y a d'abord une constitution, une structure de chaque personne, et des facteurs environnementaux qui vont faire que cette personne-là peut déprimer face à ces facteurs et l'autre ne va pas déprimer. C'est ce qu'on appelle eh bien, l'épigénétique. Et enfin, le stress chronique, qui est clairement démontré comme un facteur environnemental crucial menant au développement de la dépression, avec une dérégulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien. Bon, j'ai mis quelques références d'études ici qui soutiennent ces notions d'étiologie. Alors, dans la physiopathologie et la compréhension de ce qui se passe chez les patients déprimés s'est développée en même temps que le développement des premiers psychotropes. Donc, et ça a été de manière conjointe pour comprendre que l'hypothèse monoaminergique est la plus soutenue et développée dans les années 50, avec une déficience ou bien un dysfonctionnement de la neuromodulation, notamment avec le neurotransmetteur, la sérotonine, la noradrénaline et à moindre degré la dopamine. Ensuite, il y a eu l'hypothèse neurotrophique du BDNF avec l'action démontrée pour favoriser la connexion et le passage des informations synaptiques, et on a démontré que ce BDNF était très très faible au niveau de l'hippocampe des patients qui étaient suicidés, chez qui les études ont été faites. Donc voilà. Et ensuite, l'hypothèse inflammatoire avec la notion d'impact de l'interleukine 6 au niveau cérébral. Alors, j'ai parlé du stress chronique qui est clairement reconnu comme étant un des facteurs puissants pour le développement d'une dépression. En effet, il faut savoir que la réaction au stress est une réaction physiologique. Donc, il y a une première phase d'alarme où il y a une mobilisation immédiate de nos ressources. Et le système limbique va stimuler le système sympathique, production importante d'adrénaline et de noradrénaline. Et heureusement, puisque cette phase est une phase qui va nous pousser à l'action, combat ou fuite. Ensuite, il y a une phase de résistance qui nous amène à produire de l'énergie pour résister aux facteurs stressants grâce à d'autres hormones dont le principal est le cortisol.
Et puis si le stress persiste, il y a une phase d'épuisement. Lorsqu'il devient chronique, le cortisol, fabriqué de manière importante, va inhiber l'immunité et les réserves de l'organisme vont s'épuiser et c'est là qu'on va avoir des maladies psychosomatiques. Sur un plan des émotions, du comportement, le stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception des contraintes de l'environnement et la perception des ressources pour y faire face. Car on a vu que nous avons des ressources, mais à un moment donné, il y a une perte de l'adaptabilité du patient par rapport à ce stress puissant ou à ce stress chronique, et alors il devient préjudiciable pour la personne et elle risque de développer un burn-out qui est tout simplement le résultat d'une exposition prolongée à ce type de stress. Et si c'est là, eh bien, tous les mécanismes neurobiologiques sont enclenchés et en fonction aussi d'autres facteurs, des facteurs prédisposants héréditaires ou d'autres facteurs prédisposants, eh bien, la dépression peut s'installer. Voilà. Alors, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lors d'un stress chronique. Il y a un impact sur les aires impliquées dans la coordination de la cognition et des émotions au niveau du cortex préfrontal, de l'hippocampe et de l'amygdale. Il a été clairement démontré une régression des arborisations dendritiques, une perte des connexions interneuronales et un déficit de la neurogénèse au niveau de l'hippocampe. À l'IRM fonctionnel, il y a une diminution du flux sanguin et du métabolisme du glucose au niveau du cortex préfrontal, donc une baisse de l'activité, et dans le comportement, une incapacité à contrecarrer efficacement les réactions émotionnelles. Donc quand on voit ça, on va se dire que le traitement le plus adapté, ça va être tout ce qui va permettre de régénérer les neurones et d'augmenter leur activité. On vous a déjà parlé des neurones miroirs et des neurones canoniques. Donc, ce fameux chercheur Giacomo Risolati, qui en 1998 découvre les neurones miroirs. Ce sont des neurones de la zone préfrontale qui s'activent quand on réalise une action ou quand on observe quelqu'un la réaliser. En situation de stress prolongé, eh bien, ces neurones sont inhibés, voire même détruits. Ensuite, 2 ans plus tard, ce même Risolati découvre les neurones canoniques. Ce sont les neurones qui conservent tous les modes d'apprentissage. Et lorsque le cerveau des sujets déprimés est étudié en IRM, eh bien, les neurones miroirs et les neurones canoniques ne travaillent plus et leur nombre diminue. Donc voici un apport très important des neurosciences sur ce qui se passe dans le cerveau des personnes déprimées, d'où les implications thérapeutiques. Alors pendant l'hypnose, ça vous l'avez déjà vu, c'est simplement que nous avons une action spécifique de l'hypnose sur certaines zones du cerveau. Le sujet hypnotique devient réceptif à la suggestion et cela peut entraîner des modifications du comportement, du métabolisme ou de la circulation dans le système nerveux. Ces modifications vont entraîner des restructurations à action thérapeutique. Donc ça, c'est très important à retenir de manière globale pour ce qui se passe au niveau du cerveau lorsque l'on fait de l'hypnose. Il y a aussi une augmentation de la neuroplasticité cérébrale. Plusieurs zones du cerveau sont actives, donc on a 10 à 60 fois plus de neurones activés, sachant qu'un neurone a en moyenne 10 000 connexions et que sous hypnose, ça peut passer à 100 000 connexions. Alors, en faisant de l'hypnose de manière régulière, eh bien, on a une action sur les neurones miroirs, une stimulation des neurones miroirs, ce qui leur permet de se développer. Ça, c'est les travaux de Risolati. Le connectome, mes confrères, on en parlait, la cartographie des connexions, donc ce cerveau
où les connexions sont extrêmement puissantes, traversant la substance blanche, mais cette substance blanche elle-même contenant des cellules gliales de manière beaucoup plus importante que tout le reste. Et le rôle des cellules gliales, donc Jean Becchiot en a parlé, les racines de la pensée seraient au niveau des cellules gliales, et ce chercheur en neurobiologie avait déjà posé la question que ça serait probablement les cellules les plus importantes, et plus tard ça a été démontré que ça serait à ce niveau-là que les pensées naîtraient. Et là, il a été démontré que les cellules gliales jouent un rôle dans certaines pathologies, notamment la fibromyalgie, les colites fonctionnelles, les migraines et les dépressions. Alors, traitement des troubles anxio-dépressifs. Bien sûr, il y a eu l'avènement des psychotropes dans les années 50 avec les chefs de file, des tricycliques, IMAO, benzodiazépines pour traiter tout ce qui est anxieux, et puis l'arrivée des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. La psychothérapie. Aujourd'hui, l'hypnose est le pilier d'une thérapie psychodynamique. En effet, il est clairement démontré aujourd'hui par les écrits des neuroscientifiques que c'est un processus hypnotique, permanent, universel, non dépendant de la présence du thérapeute et objet d'une action dynamisante par le thérapeute. C'est-à-dire que ça existe en nous, il suffit d'activer ce processus. Dans les psychothérapies aussi, les TCC ont montré aussi une efficacité. La psychothérapie, aujourd'hui, est recommandée seule dans les formes légères à modérées des dépressions, et elle est recommandée en soutien dans les dépressions sévères avec les antidépresseurs comme pilier. C'est important de parler maintenant dans l'evidence-based medicine. En effet, si vous rentrez dans le PubMed, vous allez trouver plusieurs écrits. Il y a quelques études qui montrent un effet clair sur les signes majeurs qui définissent la dépression, l'anxiété, l'insomnie, mais c'est considéré aujourd'hui insuffisant pour pouvoir recommander l'hypnose dans cette, selon les termes de l'evidence-based medicine, bien que nous avons bien vu que d'abord il y a des études qui montrent des effets, elles ne sont pas suffisantes, et qu'il y a surtout l'action au niveau de certaines aires cérébrales de l'hypnose, ces aires cérébrales étant, elles, lésées lorsqu'il y a dépression ou troubles anxieux. Voilà. Des traitements adjuvants sont aussi proposés, la phytothérapie, la micronutrition aujourd'hui, l'acupuncture, j'utilise l'acupuncture dans certaines situations en association avec l'hypnose, la luminothérapie ou l'art-thérapie. Alors, ce qui est le plus important, le message que j'aimerais bien passer, c'est ma pratique en cabinet de médecine générale. D'abord, en tant que médecin généraliste, eh bien, je reçois énormément de patients avec des troubles anxio-dépressifs. Parfois, ils ne le savent pas. La porte d'entrée, ce sont des troubles psychosomatiques, ou bien un problème de mal-être, et seulement... Dans ces cas-là, seulement un pourcentage faible de signes francs de dépression. Donc il faut aller chercher ces signes-là. Lorsqu'une personne se présente avec certains signes, en discutant, eh bien, on peut retrouver les signes de la dépression. Le diagnostic de dépression associé à un trouble anxieux chez 90% de mes patients. Les troubles psychotiques associés, eh bien, ils sont là, entre 15 à 20%. Et dans ces cas-là, moi, j'adresse au psychiatre. Je n'entre pas dans essayer de traiter avec des troubles psychotiques. La plupart des patients dépressifs que je traite, c'est des dépressions légères à moyennes. Les dépressions majeures, en général, je les adresse ou je demande l'avis du psychiatre.
Alors, ce qui est très important, c'est que les patients qui viennent, ils ont un besoin exprimé d'un accompagnement par hypnose. Soit c'est des patients qui sont déjà sous traitement, c'est-à-dire qu'ils sont soignés par des psychiatres, ils ont leur traitement, ils viennent rechercher autre chose. Ça veut dire pour moi quoi? Ça veut dire que le traitement antidépresseur à lui seul est insuffisant et qu'il recherche un accompagnement par de l'hypnose. Et les nouveaux patients, eh bien, tous ils réclament l'hypnose. Même lorsque je pose le diagnostic qu'il est important de rajouter un antidépresseur, la plupart me disent non. Alors je leur dis on va voir, on va faire une première séance, une deuxième séance, mais si je vois que c'est nécessaire de vous mettre sous antidépresseur, il va falloir le prendre. Donc ils sont très demandeurs d'une approche par l'hypnose. Alors justement, dans cette approche, c'est essentiellement ma posture de thérapeute, parce que j'utilise bien sûr ma bienveillance, ce qui fait que je suis médecin, j'ai choisi de faire ce métier. Et c'est le temps accordé, la qualité d'écoute, c'est l'observation aussi. Mais c'est aussi tout ça que j'utilise dans ce que je peux appeler l'hypnose conversationnelle. Ensuite, dans la séance d'hypnose proprement dite, bien sûr, je m'harmonise, je me synchronise avec la respiration du patient. Et l'objectif, c'est d'abord de sécuriser. Ils sont dans un sentiment d'insécurité incroyable, donc sécuriser en mettant en lumière les ressources et les expériences de réussite. Deuxièmement, renforcer l'estime de soi. Parfois, les gens sont dans un état lamentable. Il suffit de poser juste une petite question comme ça et ils partent. Je n'ai pas confiance en moi, je me déteste, je suis vraiment nulle. Voilà, donc, et derrière, on peut retrouver des traumatismes psychiques, ne serait-ce que l'absence ressentie de l'amour de la mère. Très fréquent.